Deuxième dossier de cardiologie de cette première conf de D4. Une femme de 35 ans, donc bien jeune pour la cardiologie, vous est adressée par son médecin traitant pour une dyspnée chronique. Elle n'a pas d'antécédent personnel, par contre l'interrogatoire retrouve une transplantation cardiaque chez le père pour une cardiopathie méconnue. Elle était asymptomatique jusqu'il y a peu, puis s'est installée une dyspnée d'effort de plus en plus importante, avec actuellement d'autres signes. L'examen trouve des subœdèmes des membres inférieurs prenant le godet, des sous-crépitants des bases, ainsi qu'un léger reflux hépatojugulaire. Le reste de l'examen montre une pression artérielle normale à 11,8, une fréquence cardiaque accélérée à 95 battements par minute. Vous demandez un électrocardiogramme et une radio de thorax, ainsi qu'un premier bilan biologique pour évaluer cette patiente. Voici la radio de thorax. Voici son électrocardiogramme. Première question, quel bilan biologique prescrivez-vous chez cette patiente ? Il s'agit donc d'une patiente présentant une dyspnée, donc premier élément qu'il va falloir explorer, des signes d'insuffisance cardiaque globale, deuxième élément qu'il va falloir explorer, une patiente jeune. De toute façon, quel que soit le contexte, toute dyspnée doit être explorée par un ionogramme sanguin et une fonction rénale pour rechercher une insuffisance rénale, une hyponatrémie, des troubles du potassium. Il faut, devant tout symptôme cardiovasculaire, faire un bilan biologique de tous les facteurs de risque. Donc ici, je ne les ai pas tous répétés, mais à jeun depuis au moins 12 heures, lipides, HDL, LDL, triglycérides, glycémie à jeun, uricémie pour certains. Le reste se dépiste à l'interrogatoire, l'hypertension, le tabagisme, les antécédents familiaux, la surcharge pondérale par exemple. Une numération formule sanguine avec TPTCA, un bilan d'hémostase de base. L'ANUM, dans un contexte d'insuffisance cardiaque, va chercher à mettre en évidence une anémie par exemple qui pourrait provoquer la dyspnée. Il faut réaliser un bilan hépatique complet, azate, alate, phosphatase alcaline en particulier, dans les tableaux d'insuffisance cardiaque. Il faut d'abord dépister une insuffisance hépatique qui pourrait provoquer les symptômes, ou alors une dysfonction hépatique secondaire à du bas débit d'origine cardiaque, de l'insuffisance cardiaque droite également. Les facteurs pronostiques dans les dossiers de cardiologie sont toujours les mêmes, CRP, D-dimère, BNP, troponine, donc il faut les discuter au cas par cas. Ici, la CRP, je vous l'ai noté, mais elle n'aurait pas un intérêt très important. Les D-dimères sont à réaliser, puisque chez une patiente jeune, on a une dyspnée des signes d'insuffisance cardiaque droite, il faut éliminer une pathologie thromboembolique. S'ils sont négatifs, on l'aura éliminé a priori. S'ils sont positifs, il faudra de toute façon aller plus loin. Devant toute dyspnée, pour tout dossier de l'internat, quel que soit l'état du patient, n'oubliez pas les gaz du sang en air ambiant si possible. Ce serait éventuellement le 0 à cette question, pour rechercher une hypoxie, un trouble de la capnie, une acidose, etc., etc. Enfin, un nouveau marqueur, le BNP, Brain Natriuretic Peptide. C'est un marqueur qui est assez spécifique de l'insuffisance cardiaque, qu'on peut retrouver dans toutes les maladies qui distendent de façon aiguë le ventricule droit, par exemple l'embolie pulmonaire également. Donc c'est un bon marqueur à visée diagnostique et pronostic qu'il faudra réaliser chez cette patiente. Question numéro 2, interpréter son électrocardiogramme. Donc on va l'interpréter ensemble et ensuite voir les mots-clés. Donc le rythme, on commence toujours par le rythme, il est bien sinusal, une onde P devant tous les QRS. Tous les QRS sont précédés d'une onde P. La fréquence cardiaque, on a vu qu'elle était à peu près à 100 par minute déjà dans l'énoncé. L'axe du cœur, les QRS sont positifs en D1, négatifs en AVF, donc il y a une déviation axiale plutôt gauche, donc un hémibloc antérieur gauche, en l'absence de BBG ou en l'absence d'HVG. Donc on va regarder tout de suite s'il y a un BBG, il n'y en a pas, les QRS sont fins. Est-ce qu'il y a de l'HVG ? Oui. On a un indice de Sokolov très augmenté, S en V1 et R en V5, largement supérieur à 30-35 mm. Donc déviation axiale gauche dans le cadre d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Le rythme est donc bien sinusal, régulier, rapide. Les ondes P sont normales. L'espace PR est fixe et constant, normal. Ensuite, la repolarisation. On a des ondes T négatives en apicolatéral, en V4, V5, V6, et également en D1, AVL. Il s'agit donc de T négative secondaire à l'HVG, qui est donc une HVG de type systolique. Elle traduit probablement un épaississement ou une dilatation anormale du ventricule gauche. On reprend les mots-clés. Rythme sinusal régulier, rapide, donc tachycardie sinusale. Déviation axiale gauche. L'hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique, avec les ondes T négatives en latéral. Troisième question, interpréter sa radio de thorax. Donc on a ici une radio de thorax de phase de bonne qualité. Ce qu'on peut voir immédiatement, c'est une franche cardiomégalie avec un index cardiothoracique largement supérieur à 0,5. On voit également des signes de surcharge alvéolo-interstitielle débutant avec une hypertrophie des îles, un petit peu de bronchogramme aérien de façon bilatérale et symétrique. Il n'y a pas d'autres anomalies visibles sur cette radio de thorax.
Donc les mots-clés, la cardiomégalie et la surcharge, qui est ici encore modérée. Question suivante, quel est votre diagnostic clinique? On l'a déjà vu en répondant aux questions précédentes. La patiente présente une dyspnée d'effort crescendo, puis une dyspnée de repos, avec des râles crépitants à l'auscultation. Il s'agit donc de signes d'insuffisance cardiaque gauche. Elle présente également des œdèmes des membres inférieurs prenant le godet et un reflux hépatojugulaire. Il s'agit de signes d'insuffisance cardiaque droite. L'association de signes gauche et de signes droit traduisent une insuffisance cardiaque globale. Question numéro 5. Quel examen non biologique demandé en premier et qu'en attendez-vous? Le premier examen à réaliser après l'électro et la radio est l'échographie cardiaque transthoracique. On va voir ici, même si c'est à la limite du programme de l'internat, ce qu'il faut rechercher lorsqu'on fait une échographie, surtout en cas d'une dyspnée ou de signe d'insuffisance cardiaque. Le premier temps de l'examen va permettre de mesurer les diamètres du ventricule gauche et du ventricule droit, rechercher une cardiopathie dilatée. On va mesurer également l'épaisseur des parois du ventricule gauche, donc rechercher cette fois-ci une cardiopathie hypertrophique. Donc on n'oublie pas le ventricule droit évidemment. On va analyser de façon détaillée la cinétique segmentaire et globale, ce qui va nous permettre de calculer la fraction d'éjection du ventricule gauche. Elle doit être normalement comprise entre 60 et 70%. Lorsque la fraction d'éjection est diminuée, on parle d'hypokinésie du ventricule gauche. On va également au Doppler mesurer les pressions intracardiaques. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais en cas d'insuffisance cardiaque, on peut rechercher une augmentation des pressions pulmonaires, une augmentation des pressions de remplissage du VG facilement à l'échographie. Enfin, l'examen va permettre d'apprécier les valves, l'aorte, l'oreillette gauche, le péricarde. Là, c'est du systématique. Et ce qui est très important chez les patients où il y a de l'insuffisance cardiaque, surtout dans le suivi des patients sous traitement, c'est analyser la veine cave inférieure. Plus elle est dilatée et peu compliante, plus les pressions vont être augmentées dans le cœur et plus les patients auront besoin de diurétiques dans les dossiers d'insuffisance cardiaque. Plus la veine cave va être fine, voire collabée à l'inspiration, et plus ils seront trop diurétiqués. À ce moment-là, il faudra diminuer leur dose de diurétique de l'anse de façon chronique. Donc on a vu avec l'électrocardiogramme qu'on peut vous demander à l'internat, la radio de thorax qu'on peut vous demander d'interpréter à l'internat, c'est les deux iconographies qu'on trouve le plus souvent. Le troisième examen vraiment à connaître, l'échographie cardiaque transthoracique. Question suivante, vous trouvez des arguments en faveur d'une dilatation et d'une hypokinésie des deux ventricules. Quel bilan étiologique demandé? Donc en cas de dilatation des deux ventricules, donc de cardiopathie dilatée biventriculaire, il faut rechercher systématiquement des causes curables, voire non curables, et il faudra ensuite traiter le patient des symptômes avec un nombre de médicaments qu'on verra tout à l'heure, d'autres médicaments de morbimortalité de l'insuffisance cardiaque, et si on a trouvé une cause, évidemment, la traiter, ça fera partie de la réponse. On va donc rechercher des causes classiques d'insuffisance cardiaque. Biologiquement, on commence par des choses simples, le bilan thyroïdien. On va rechercher une hyperthyroïdie qui peut donner une insuffisance cardiaque dans les formes terminales, ou une hypothyroïdie qui peut également donner une insuffisance cardiaque un petit peu plus tôt. Deuxième maladie qu'il va falloir rechercher, un classique de l'insuffisance cardiaque, l'hémochromatose. Donc pour le rechercher, il suffit simplement de prélever un bilan martial, avec en particulier le fer et la ferritinémie. En cas de franche augmentation, il faudra compléter le bilan martial et demander un avis spécialisé. On va également rechercher différentes maladies pouvant donner des cardiopathies dilatées, différents déficits en vitamines, B12 par exemple, une intoxication éthylique chronique, donc ça se fait à l'interrogatoire évidemment. Biologiquement, on peut s'aider de l'analyse du VGM et de la mesure des gamma-GT. En cas de franche augmentation, on peut penser à une intoxication éthylique. Ce qu'il faut savoir dans ces cardiopathies éthyliques, qui sont classiques, c'est qu'au sevrage complet de l'intoxication, le cœur reprend une taille et une fonction systolique normale dans les meilleurs cas. Les autres maladies beaucoup plus rares, mais qu'il faudra rechercher chez une patiente jeune, sont les maladies immunitaires, donc en particulier la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé en dosant certains facteurs, la sarcoïdose qui peut dans certains cas donner une cardiopathie dilatée, donc on va mesurer la calcémie et doser l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui vont être très augmentées. Il faut dépister une cardiopathie dans le cadre d'une myopathie. Donc pour cela, on dose les CPK sanguines, en particulier les CPK musculaires. En cas de très franche augmentation, il faudra proposer une biopsie musculaire. Enfin, et surtout chez les sujets jeunes ou exposés, il faut rechercher une atteinte dans le cadre d'une maladie virale chronique, en particulier le VIH. Le VIH de façon chronique peut donner des cardiopathies dilatées par atteinte virale, en particulier des myocardites répétées. Donc on verra par un autre examen dont je parlerai tout à l'heure. Il peut également donner des cardiopathies ischémiques, puisque le VIH est un facteur de risque d'athérome, surtout chez les patients traités qui vont développer des hypercholestérolémies.
Le reste du bilan, le bilan non biologique cette fois, radiologique, on a déjà fait l'électrocardiogramme, l'échographie cardiaque transthoracique et la radiothorax, donc on ne les répète pas ici. On va rechercher des cardiopathies curables facilement trouvables par les examens. Donc la première cardiopathie à éliminer, même chez des sujets jeunes, est la cardiopathie ischémique, c'est la première cause de cardiopathie dilatée à éliminer. Donc soit on réalise un test d'ischémie, ce test n'aura de valeur prédictive négative que s'il est maximal et négatif. Si on a un doute ou si on veut avoir une analyse directe des coronaires, c'est tout à fait possible. On peut demander d'emblée une coronarographie, ou alors dans un deuxième temps s'il y a une anomalie au test d'ischémie, ou un coroscanner. Dans la pratique courante, en l'absence de facteurs de risque chez les sujets très jeunes, on va plutôt se contenter d'un coroscanner ou d'un test d'ischémie, si le patient peut le réaliser. Par contre, en présence de facteurs de risque cardiovasculaire ou au-delà de la quarantaine, il va falloir faire une coronarographie ou un scanner d'emblée. Autre examen à visée diagnostique, on l'a vu tout à l'heure, il faut rechercher des signes de myocardite ou des infarctus passés inaperçus, l'IRM cardiaque, qui est de plus en plus indiqué systématiquement en cas de cardiopathie dilatée non ischémique, dans le cadre du bilan étiologique, mais également dans le cadre du bilan pronostique. L'IRM cardiaque permet de calculer la fraction d'éjection de la meilleure façon possible, c'est le nouveau gold standard. Un dernier examen à visée diagnostique et également à visée pronostique, le Holter ECG. À visée diagnostique, rechercher les troubles du rythme paroxystiques qui pourraient donner une cardiopathie dilatée, par exemple une cardiopathie rythmique. À visée pronostique, il va permettre de dépister les troubles du rythme cardiaque ventriculaire qui sont une des premières causes de mortalité chez ces patients. Question suivante, ce bilan étiologique assez complet est négatif. Quel va être votre diagnostic ? On a éliminé une cardiopathie ischémique, c'est le plus important. On a éliminé toutes les autres causes classiques de cardiopathie. Lorsqu'on ne trouve rien, on parle de cardiopathie idiopathique. Donc ici, il s'agit d'une cardiopathie dilatée. On aurait pu rajouter hypokinétique, biventriculaire, puisque le ventricule gauche et droit sont atteints, idiopathique. Idiopathique, c'est sans cause retrouvée. Dans une grande majorité des cas, en recherchant bien, on peut trouver une anomalie génétique qui pourrait traduire une forme familiale, soit méconnue jusque-là, soit débutante. Faut-il prescrire un bêta-bloquant chez cette patiente? Et si oui, dans quelles conditions? Alors, évidemment, il faut prescrire un bêta-bloquant chez tout patient porteur d'une insuffisance cardiaque, sauf en cas de contre-indication absolue, qui sont l'asthme, la bronchite chronique spastique sévère, l'artériopathie des membres inférieurs très sévère, voire en ischémie aiguë, et encore ça peut se discuter au cas par cas. Les autres contre-indications sont les patients ne tolérant pas les bêta-bloquants, donc les patients ayant une grande déchéance myocardique, chez qui on a déjà tenté de les introduire et chez qui ça s'est mal passé. Donc oui, il faut prescrire un bêta-bloquant chez cette patiente qui n'en a jamais eu. Il faut préciser, un bêta-bloquant cardiosélectif, ça veut dire qu'il ne va pas avoir un effet trop hypotenseur, un effet trop inotrope négatif. Il va par contre jouer sur la régulation des bêta-récepteurs, va permettre de réaugmenter le taux de bêta-récepteurs et d'augmenter la sensibilité à l'hyperadrénergie des insuffisants cardiaques. Il y a plusieurs molécules. La plus prescrite est le bisoprolol. On connaît bien le cardanciel, le détentiel. La dose maximale tolérée est celle qu'il va falloir essayer de prescrire. Donc pour le bisoprolol, c'est 10 mg par 24 heures en une ou deux prises. Alors, les conditions d'utilisation, à toujours préciser. D'abord, il faut les débuter à distance d'une poussée. Il faut que le patient n'ait plus de signes d'insuffisance cardiaque gauche, en particulier plus de râle crépitant. Il faut qu'il ne soit pas en état de choc cardiogénique, donc pas d'hypotension, pas de marbrure, pas de signe d'hypoperfusion. En général, le patient sera hospitalisé, au moins pendant une demi-journée, le temps de voir la tolérance clinique du médicament. Alors, la tolérance clinique, on va rechercher chez le patient, après la prise du bêta-bloquant, des signes d'insuffisance cardiaque gauche ou des signes de bas débit, ou alors des signes d'hypotension artérielle périphérique. On les recherche à la première et à la 4e heure. Des signes radiologiques ne seront recherchés par une radiothorax qu'en cas d'apparition d'une dyspnée sous bêta-bloquant. Et enfin, l'électrocardiogramme, il est systématique avant la mise en route du traitement à H1 et à H4 pour rechercher soit une tachycardie qui voudrait dire que le patient est de nouveau en insuffisance cardiaque, soit une bradycardie en cas de mauvaise tolérance des bêta-bloquants. Enfin, on commence par la dose la plus faible possible, par exemple pour le bisoprolol 1,25 mg. En fonction de la bonne tolérance du médicament, on va augmenter par paliers successifs de 1,25 en 1,25, sachant qu'il faut normalement au moins 7 jours de délai entre la première et la deuxième dose. Donc pour arriver à la dose maximale de 10 mg, il faudra de nombreuses semaines. Question 9. Quelle molécule prescrire en cas de stade 3 de la NYHA? Donc le stade 3 de la NYHA, je vous rappelle les autres stades. Stade 1, pas de dyspnée a priori. Stade 2, une dyspnée pour des efforts importants de la vie. Stade 3, une dyspnée pour des efforts modérés ou des efforts de la vie quotidienne. Le stade 4 correspondant à une dyspnée de repos ou orthopnée. Donc en cas de stade 3, on va voir quels médicaments sont à prescrire.
On commence par les diurétiques de Lens. Alors, il faut savoir que ces molécules d'action rapide, brève, doivent être utilisées à la dose la plus faible possible. Si on utilise trop de diurétiques, on risque de déshydrater nos patients, on risque de les rendre hypotendus, et le risque chez un patient hypotendu est qu'on ne puisse pas lui donner les autres molécules de traitement de l'insuffisance cardiaque. Les diurétiques de Lens n'ont aucun effet sur la mortalité, n'ont aucun effet sur la morbidité, ils ont uniquement un effet symptomatique. Donc pourquoi pas 20 mg de l'Azilix si c'est ce qui suffit aux patients. Autre molécule systématique en cas de classe 3 de la NYHA. Les bêta-bloquants, on vient de les voir, donc on les recite. Bêta-bloquants cardiosélectifs à la dose maximale tolérée. Deuxième molécule à discuter, les IEC. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Les patients insuffisants cardiaques ne sont bien traités que si on bloque complètement le système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc les IEC à la dose la plus haute possible. Ne mettez ni molécule ni dose, vous risqueriez de vous tromper et ça n'a pas d'intérêt. En cas d'intolérance aux IEC, par exemple une toux, soit d'emblée, soit en plus des IEC à partir du stade 3 voire 4 de la NYHA, il faut proposer un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2. Autre molécule ayant l'AMM en cas de stade 3 de la NYHA et même plus tôt en cas de cardiopathie ischémique, les anti-aldostérones qui sont également des diurétiques, épargneurs de potassium. Donc on utilise soit l'aldactone, soit les plérénones, l'ISPRA. Ça c'est plutôt en cas de cardiopathie ischémique. En cas de stade 3 de la NYHA, ils sont indiqués. Les AVK, pas forcément obligatoires pour l'internat, surtout en France. Dans d'autres pays, lorsque la fraction d'éjection est à moins de 30 ou de 20%, ils sont prescrits systématiquement. En France, c'est rarement le cas, donc je les ai simplement mis là pour mémoire. Donc en cas de stade 3 de la NYHA, il faut 3 molécules diminuant la morbimortalité, bêta-bloquant, IEC ou ARA2, anti-aldostérone. Il faut une molécule à visée symptomatique, le diurétique de Lens à la plus faible dose possible. En cas de stade 4, on peut associer IEC ou ARA2 ou rajouter, pourquoi pas, un digitalique, même si leurs effets sont controversés. Question suivante. En l'absence d'amélioration sous ce traitement, quelles mesures non médicamenteuses lui proposer? On arrive dans le cadre d'un tableau d'insuffisance cardiaque globale chez une patiente jeune, sans cause curable retrouvée et résistant à un traitement maximal classique de l'insuffisance cardiaque. Le premier traitement à discuter est donc la greffe cardiaque. PAMI 0-CIPAMI évidemment, c'est le traitement de référence chez les patients jeunes, c'est le seul traitement curatif chez les patients jeunes de l'insuffisance cardiaque. Il faut savoir qu'au-delà de 65 ans, on ne propose plus de greffe cardiaque ou en cas de présence de pathologies associées de comorbidité qu'il va donc falloir dépister. Avant de proposer une greffe cardiaque, il y a un examen clé qui est la mesure de la VO2 max, la consommation maximale d'oxygène. Chez tout patient jeune ayant une insuffisance cardiaque sévère avec fraction d'éjection à moins de 35, il faut systématiquement dépister des VO2 max basses inférieures à 12 ml/min pour vite les inscrire sur la liste de greffe, sachant que l'attente est parfois très longue. En attendant la greffe cardiaque, il y a d'autres solutions. La première, le pacemaker de resynchronisation. On parle également de pacemaker multisite, biventriculaire, voire triple chambre. Ils sont efficaces quasi uniquement chez les patients ayant une fraction d'éjection à moins de 35% et ayant des QRS larges, supérieurs à 120 millisecondes, ce qui est classique, les blocs de branche gauche très larges, en cas de dilatation cardiaque. L'objectif est de resynchroniser, d'affiner les QRS ces patients, donc en mettant 3 sondes, une sonde auriculaire droite, qui ne va pas avoir d'effet sur la resynchronisation, une sonde ventriculaire droite et une sonde ventriculaire gauche qu'on va positionner par le sinus coronaire, qui vont permettre aux deux ventricules de se contracter en même temps et donc d'avoir une fraction d'éjection plus haute. Le défibrillateur automatique implantable, recommandé systématiquement en cas de fraction d'éjection à moins de 35% et en cas d'absence de cardiopathie ischémique récente, par exemple d'infarctus dans le mois précédent. On peut, pour simplifier, chez des patients ayant des QRS larges, mettre un défibrillateur implantable multisite, comme je vais vous le montrer sur un examen d'imagerie juste après. Entre ce traitement, on va dire, de stimulation et la greffe cardiaque, qui est le traitement ultime, il y a encore une place pour l'assistance cardiaque. L'assistance cardiaque permet de mettre le cœur au repos, de prendre la place du cœur en gros pour lui permettre de récupérer. Il y a 2 types d'assistance qu'on va pouvoir proposer. Chez les patients en grande déchéance myocardique, résistants aux inotropes, en unité de soins intensifs ou en réanimation chirurgicale, chez qui on va proposer une greffe en urgence ou en semi-urgence, l'assistance cardiaque doit être posée rapidement. Il peut s'agir d'une mini-CEC ou ECLS, extracorporel life support. Il peut s'agir d'une contre-pulsion, mais à plutôt réservée aux cardiopathies ischémiques compliquées, voire d'une assistance cardiaque directement fixée au ventricule. Elle peut être uni- ou biventriculaire.
Donc ici, une image d'échographie cardiaque transthoracique, coupe apicale des 4 cavités. La sonde d'échographie est collée au sternum ici. On voit les 4 cavités qui sont le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Entre le ventricule et l'oreillette gauche, la valve mitrale qui s'ouvre en diastole pour le remplissage du VG, et la valve tricuspidienne entre l'OD et le VD qui s'ouvre également en diastole. Donc on peut voir des signes évidents sur cette coupe d'échocardiographie de dilatation du ventricule gauche, qui a un aspect globuleux. Donc plus le ventricule gauche se dilate, plus il va avoir une forme arrondie. Une franche hypokinésie du ventricule gauche, où vous voyez ici que toutes les parois se contractent très peu. Visuellement, la fraction d'éjection ici est alentour de 20-25%, ce qui est très abaissé. Le deuxième signe, qui est peut-être moins évident au premier coup d'œil, est que le ventricule droit est également un peu dilaté et un peu hypokinétique. Deuxième échographie, comparativement à la précédente, on peut voir toujours une dilatation du ventricule gauche. Par contre, cette fois-ci, le ventricule droit n'est pas dilaté et se contracte normalement. On a toujours une hypokinésie qui prédomine sur le septum interventriculaire et à la pointe. Donc également un deuxième cas de cardiopathie dilatée, cette fois-ci non pas biventriculaire, mais du ventricule gauche. Donc ça, c'est juste pour que vous l'ayez vu au moins une fois, c'est hors du programme de l'internat, une cardiopathie hypertrophique qui peut également se traduire par des signes d'insuffisance cardiaque et parfois nécessiter une greffe cardiaque. Vous voyez ici sur une coupe petit axe, le cœur est coupé en tranches comme des rondelles de saucisson, un anormal épaississement des cavités cardiaques. Ici en cas de cavité, vous voyez par rapport à l'écho précédente que le ventricule gauche n'est pas dilaté mais très hypertrophique. Donc on revient ici sur l'épaississement anormal des cavités cardiaques. Vous voyez que la fraction d'éjection est normale. Par contre, c'est le remplissage du ventricule gauche qui va être défaillant compte tenu de l'hypertrophie, de la rigidité du myocarde. Et c'est pour ça que le patient va être en insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez l'épaississement très anormal du septum et ici le collapsus en systole du ventricule gauche. Ici sur cette diapo, les recommandations de la Société française de cardiologie dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. Donc vous voyez que en fonction du stade NYHA, on va plutôt prescrire un certain type de molécules. Donc ici, stade 1 de la NYHA, donc patient sans symptômes, on peut prescrire une seule molécule, par exemple un IEC. Si le patient sort d'un infarctus, il faudra de toute façon lui prescrire un bêta-bloquant. On choisira pourquoi pas un bêta-bloquant cardio-sélectif. En cas de stade 2 de la NYHA, donc des symptômes pour des efforts importants, on garde toujours notre IEC, on garde cette fois-ci systématiquement notre bêta-bloquant. Les diurétiques de Lance indiqués si et seulement s'il y a des signes de surcharge. Stade 3 de la NYHA, donc on se rappelle qu'en stade 3 il faut 3 médicaments, l'IEC, le diurétique qui sera un anti-aldostérone, le bêta-bloquant cardio-sélectif. Et on rajoute un autre diurétique qui sera un diurétique de Lance à visée symptomatique. Enfin en stade 4, on rajoute à toutes ces molécules l'association IEC-ARA2, éventuellement un support inotrope positif, voire une assistance cardiaque. Ici, simplement pour vous montrer un défibrillateur implantable en radiothorax. Donc, ils sont posés comme des pacemakers classiques par voie sous-clavière. Une unique sonde, sauf en cas de défibrillateur multisite, va jusqu'à la pointe du ventricule droit où elle va être vissée. Il y a de quoi dépister un trouble du rythme ventriculaire, TV ou FV par exemple. Le trouble du rythme va être détecté par le boîtier qui va délivrer un choc, par exemple, de stimulation interne qui sera ressenti par le patient comme une secousse. Tout patient ayant un défibrillateur subissant un choc doit consulter en urgence son centre implanteur pour voir de quel trouble du rythme il s'agissait. Ici, on a un pacemaker triple chambre, donc vous voyez que le boîtier est quand même imposant, pas plus gros que celui du défibrillateur en tout cas. Nous avons 3 sondes qu'on peut suivre. La sonde auriculaire droite pour stimuler l'oreillette si besoin, la sonde ventriculaire gauche ici et la sonde ventriculaire droite ici qui fait également sonde de défibrillateur comme on peut le voir là, chez un patient ayant par ailleurs une cardiopathie dilatée franche avec un index cardiothoracique très supérieur à 0,5. Ici, simplement pour vous montrer un dispositif d'assistance, ici c'est une assistance ventriculaire. On peut assister de différentes façons à myocarde, de façon extracardiaque, donc une mini CEC, une voie d'abord fémoro-fémorale, artérielle et veineuse, tout se fait en extracardiaque, une pompe, comme lors d'une chirurgie cardiaque par exemple. Donc là les patients sont sous anesthésie générale, ne peuvent pas quitter l'hôpital. D'autres types d'assistants, donc des assistances de plus petite taille, implantées directement sur les ventricules, avec lesquelles les patients peuvent parfois rentrer chez eux et attendre qu'on les appelle pour la greffe cardiaque. En conclusion, on a vu dans ce dossier tous les symptômes et tous les traitements possibles actuellement recommandés de l'insuffisance cardiaque. On a également vu de façon détaillée le bilan étiologique d'une cardiopathie dilatée chez un patient jeune.
Je reviens sur l'importance de la prescription des bêta-bloquants et sur la façon de les prescrire dans l'insuffisance cardiaque, question qui est déjà tombée et qui est encore tombable à l'internat. L'item abordé ici, l'item 250, insuffisance cardiaque de l'adulte.